Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage pour cet extra Power Boost consacré à comment être capable aujourd'hui encore de réaliser des économies à la ferme. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Fernandez. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Directeur général d'Argo France. À vos côtés, Cyril Jacquin, qui est avant tout vigneron et qui représente ici les CUMA. Voilà, bonjour. la Fédération nationale des CUMA. À ma droite, Franck Piot. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes président d'AgroService 2000 et juste à vos côtés, Romain Béaguel. Vous êtes coordinateur du programme Fabacé. Et en Bonjour. 2 minutes maximum, c'est quoi Fabacé? Fabacé est un programme qui accompagne des groupes d'agriculteurs qui mettent en place des actions pour économiser de l'énergie sur l'exploitation. Donc l'énergie en direct ou en indirect. Donc ça va du GNR en passant par l'engrais, le gaz, l'électricité. Groupe, ça veut dire quoi? C'est un peu comme Ecofito si on prenait un parallèle? Un groupe d'agriculteurs, c'est entre 5 et 25 agriculteurs sur une surface assez restreinte, qui se connaissent bien, qui ont un bon niveau de confiance, qui sont capables de travailler ensemble. Ça peut être une CUMA, ça peut être un groupe GI2E, Ecofito, effectivement. Le principe, c'est d'aller à la chasse aux économies d'énergie. Et comment? À la chasse aux charges, effectivement, en travaillant sur tous les gisements encore non atteints. Alors ça va dépendre beaucoup des exploitations, des régions. Mais si on prend le poste de GNR, qui est en général le plus gros, là où il y a le plus gros gisement, la première chose à faire, c'est est-ce que son tracteur est bien réglé? Est-ce que je suis formé à l'éco-conduite? Ça, c'est des petits gestes un peu faciles, ça peut faire sourire, mais en fait, sur certaines exploitations, on peut aller chercher 1000, 2000 euros par an si on applique ces choses-là. Jean-Luc, spécialisé tracteur, tu confirmes? Alors, moi je confirme totalement ce que tu dis et j'espère que tout le projet que tu es en train de mettre en avant va pouvoir se développer. Ça veut dire on peut aller chercher l'économie d'énergie en tracteur aujourd'hui? Oui, largement. Après, on a une course effectivement sur les solutions qu'on peut utiliser aujourd'hui sur la partie du tracteur pour faire des économies d'énergie. Mais il ne faut pas aller trop vite non plus parce que la technologie amène de l'investissement. Donc on est actuellement dans des recherches pour minimiser l'investissement du produit. Au détriment pour toi de faire des économies sur la partie de l'énergie. Donc il faut faire attention qu'il n'y en ait pas un qui augmente trop au détriment de celui sur lequel tu travailles qui diminue. Cyril, il va dire oui, il y a 25% d'économie selon le chauffeur. Alors il n'y a pas que le chauffeur, mais effectivement vous avez cité le tracteur bien réglé et la formation éco-conduite. C'est deux choses que nous on prône à la Fédération nationale. Je suis d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans notre fédération régionale, on a un banc d'essai moteur et on encourage les agriculteurs et nos adhérents à passer leur tracteur au banc d'essai et derrière à suivre une formation éco-conduite puisque l'un ne va pas sans l'autre. Moi je l'ai fait quand j'ai acquis une machine. Ça permet aussi d'avoir sur le pneumatique par exemple une relation sur la pression qu'on n'avait pas du tout avant. Et qui permet aussi de faire des économies. Mais Cyril, ça fait 30 ans que je vois des bancs d'essai des CUMA régler les tracteurs. Ils sont tous réglés là. Et les conducteurs sont formés. Oui, sauf qu'on change de matériel assez souvent et c'est important de passer ces tracteurs au banc d'essai. Et ils sont loin d'être tous passés au banc d'essai moteur, très très loin. C'est une petite fraction. Et justement, on se posait la question, on discutait avec les équipes des CUMA là tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que tout le monde n'a pas passé son tracteur au banc d'essai? Il y a des freins, il doit y avoir aussi des freins un peu psychologiques. Enfin, on doit se dire, pour certains, je ne vais pas me déplacer pour 500 euros d'économie par an, mais parce qu'ils raisonnent peut-être trop en absolu. On se dit oui, mais les 500 000 euros d'économie, mais du coup, c'est peut-être, tu prends cette somme-là et du coup, ça te permet d'embaucher quelqu'un qui peut t'aider et du coup, de te dégager du temps. Enfin, il faut vraiment raisonner au global. Alors, il faut dire aussi que passer au banc d'essai ne veut pas dire forcément ne pas intervenir après sur la partie capteur au niveau du tracteur. Oui. Donc, ça veut dire qu'en termes de coût, c'est pas non plus passer un tracteur pendant 4 à 7 heures sur un banc d'essai, c'est aussi intervenir sur la partie de la gestion électronique du tracteur. Et voilà, là, effectivement, au niveau du coût, c'est déjà des coûts en termes de temps pour le faire et puis en même temps de modification de la cartographie. C'est des coûts qui vont être entre 300 et 1000 euros. Oui. Mais après, si on raisonne sur 5 à 10 ans ou juste 5 ans, l'amortissement, il est dans la plupart des cas, il est tout à fait positif. C'est-à-dire qu'il y a un ROI, on parlait de comment est-ce qu'on fait des choses où on ne perd pas de l'argent. Là, le ROI, il est positif. Mais il y a des choses un peu qu'il faut... C'est aussi comment on utilise la machine, puisque... moi j'avais par exemple une machine à vendanger. Avant on partait le matin, il fallait mettre les gaz à fond et tant qu'on était sur la machine c'était les gaz à fond. Aujourd'hui il y a les régulateurs qui permettent de pouvoir avoir une économie, mais aussi quand on conduit un tracteur, quand on laboure, quand on fait plein d'autres actions. Si on a toujours les gaz à fond, c'est pas là où on a le meilleur rendement de son tracteur. Puis on veut lui dire à Romain que le gisement il est là quand même, parce que la facture GNR elle est importante.
Je ne sais pas si tu as des chiffres. Alors nous, on estime qu'on pourrait économiser, si on passait tous nos tracteurs au banc d'essai, 1000 litres en moyenne par an. Donc le GNR baisse un peu, mais il est quand même encore assez haut. Et donc ça ferait déjà rien que cette partie-là. Donc tout ça est travaillé dans le plaidoyer mécanisation qu'on a sorti pour sensibiliser à la mécanisation sur nos exploitations. C'est exactement le sujet. Et c'est déjà la première goutte d'eau. Effectivement, vous l'avez dit, c'est le réglage du tracteur et surtout comment l'utiliser à bon escient. J'arrive pas très bien à voir accompagner, ça veut dire quoi? Vous avez formé des groupes d'agriculteurs qui vont faire quoi concrètement? Nous, on va s'adresser à des groupes qui sont déjà constitués. Donc nous, on va les accompagner, on va prendre en charge un poste d'animateur qui justement dont la responsabilité c'est d'établir le plan de match du groupe sur les 3 ans à venir, quels sont les leviers sur lesquels il va s'attaquer et de pouvoir amener le groupe jusqu'au résultat 3 ans plus tard. Donc ça, prise en charge du poste d'animateur. Et ensuite, chaque groupe lauréat va avoir une enveloppe à sa main pour investir, pour acheter du petit matériel de mesure, du gros matériel, faire venir un expert de loin sur une question un peu pointue, aller faire un voyage d'études. Donc ça, c'est une enveloppe à la main de chacun des collectifs de 14 000 euros qui dépensent comme bon lui semble. Et ensuite, on a des outils pour faire diagnostic énergétique, tout plein d'outils pour vraiment accompagner l'ensemble de ce groupe sur leur plan de match. Oh bah, c'est pour vous ça. On a des départements qui nous accompagnent déjà. On essaie de sensibiliser dans la sobriété à ce que l'agriculteur soit aussi accompagné pour passer son tracteur au banc d'essai, puisqu'on est ouvert même à ceux qui ne sont pas en CUMA. C'est ouvert à tout le monde. Et il n'y a pas que le tracteur dans la vie, il y a aussi les économies d'eau, par exemple, Franck. C'est vrai qu'il faut essayer de récupérer l'eau pour des raisons écologiques, mais aussi économiques. Oui, donc notre activité compétence élevage est spécialisée dans l'étude de solutions apportées à l'agriculture, et je dirais à l'agriculture de demain, donc aux agriculteurs qui essaient d'avoir un temps d'avance sur leurs pratiques, sur effectivement un certain nombre de domaines, donc l'eau, la contention animale, le capital santé de l'agriculteur, ça fait partie aussi de l'enjeu important, l'animal également. Donc notre engagement premier, c'est à chaque fois d'étudier une solution qui apporte une vraie rentabilité à l'agriculteur. Donc soit en économie d'intrants, soit en bonne pratique, en temps gagné. Et ça, c'est un point essentiel de nos engagements. On ne va pas sur un projet si on n'est pas certain de proposer un retour sur investissement efficace. Romain, il faut que tu saches aussi qu'on est dans un monde de l'agriculture dans lequel il y a on alimente avec de l'aliment pour l'alimentation animale. C'est fait quand même des camions qui circulent. C'est tout un circuit qu'on a développé au XXe siècle. Mais il y a possibilité de plus en plus de fabriquer à la ferme. Et ça coûte moins cher. Alors ça coûte moins cher, effectivement. On maîtrise beaucoup mieux la production. Une qualité nutritive bien mieux contrôlée et meilleure avec des grains qui sortent qui sont issus de la production de la ferme. Donc ça, c'est un axe important de développement chez nous, dans notre activité élevage. Et on ressent et on constate tous les jours que de plus en plus notamment de jeunes générations vont vers ce modèle parce qu'ils raisonnent différemment, ils souhaitent beaucoup plus d'autonomie, ils souhaitent être beaucoup plus rentables sur l'exploitation. Et donc c'est un enjeu important. Alors c'est vrai que c'est des sources d'économie, il faut quand même acheter le matériel. Il faut investir dans un premier temps, d'où la notion de retour sur investissement qui globalement se déroule en 2 ou 3 ans. Donc l'investissement, il n'est pas neutre, évidemment, mais par contre, on évolue complètement et on change complètement le modèle économique de l'exploitation agricole. Romain, tu avais ciblé tous ces gisements d'économie? Oui, en élevage, l'autonomie fourragère, c'est effectivement un des principaux leviers. Donc tout à fait, donc on a parlé du banc d'essai moteur, la formation éco-conduite, c'est des choses, on va dire des quick wins comme on dit, des choses un peu faciles, même si effectivement il y a des freins parce que tout le monde n'est pas passé au banc d'essai moteur. Après il y a vraiment des changements de fond structurels, vraiment sur les itinéraires techniques. Et là le gisement est énorme. Quelqu'un qui est en bovin lait, qui arrête d'acheter des intrants et qui accède à l'autonomie fourragère. Moi je raisonne en kilowattheure parce que c'est un peu ma focale, c'est massif en gisement. Alors c'est vrai qu'il y a les CUMA, on peut se mettre à plusieurs, c'est connu, c'est fou d'ailleurs qu'il n'y ait pas que des CUMA en France, mais il y a aussi la location. Alors c'est vrai que la location, c'était pas très développé. Aujourd'hui, vous arrivez avec une offre.
Disons qu'on a des secteurs d'activité en dehors de la partie machinisme agricole qui sont déjà bien développés sur la partie locative, par exemple comme dans les travaux publics, sur lesquels on a suivi, nous, sur la partie machinisme agricole, ce chemin-là. On arrive maintenant à professionnaliser en fait, les réseaux, à faire de la location courte durée, de telle manière à être une alternative aux engagements financiers que les clients peuvent avoir sur des locations de moyenne et de longue durée. Et d'éviter effectivement cette charge de frais financiers et un engagement sur des notions de durée sur lesquelles l'agriculteur aujourd'hui ne peut plus aller puisqu'il n'a plus de visibilité sur son exploitation sur des durées de 2 à 10 ans. Donc c'est une alternative à la mutualisation du matériel en fait, à la proposition de base des CUMA. On peut faire appel à l'entreprise. On avait d'ailleurs le président de la Fédération nationale des entrepreneurs qui nous a dit qu'il s'entendait très bien avec les CUMA hier. C'était pas un concurrent. Ouais. On se côtoie assez souvent en commission paritaire, par exemple. Bon, ça va. Il y a les CUMA, donc effectivement la mise en commun, et puis il y a la location qui permet d'ajuster mieux l'utilisation. Moi, je ne fais pas la différence, parce qu'une CUMA peut aussi louer du matériel. Mais vous ne louez pas beaucoup? De plus en plus. Alors, j'ai un constructeur, j'ai la Fédération des CUMA, et je vais vous poser la question qui tue. Vous vouliez faire des achats groupés de tracteurs, c'est tombé à l'eau, les constructeurs n'ont pas suivi, c'est quoi le problème? Non, je crois bien qu'un... Vous le faites toujours? Oui, il y a... C'est un peu... Moi, j'ai toujours entendu dire que les CUMA avaient du mal à le développer. Ah non, il y a une marque qui nous a fait une offre là. Et ça a été fait sur les plateaux fourragers, ça a été fait sur les mini-pelles, ça a été fait sur les manuscopiques. Voilà, c'est une solution, comme vous venez de le dire, entre le BTP qui le fait depuis déjà longtemps et nous qui ne le faisions pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas là où il y a le plus d'achats encore. Par contre, si on parle outils, machines sur une exploitation, il y a seulement 10% du matériel des investissements qui sont mutualisés. Ça veut dire qu'il y a encore une marche assez haute. Mais pourquoi? La question, c'est pourquoi? Pourquoi on est à ce niveau? Il y a déjà la fiscalité. Oui, l'État qui pousse au crime, en clair, hein, puisque le système comptable s'est vous dit on va faire moins de revenus et puis vous allez investir à la fin de l'année et au moins... Les comptables qui poussent un peu trop à l'achat. Ouais. Alors que c'est là où on pourrait faire encore des économies. On estime, dans le plaidoyer mécanisation, 15 000 euros par an et par exploitation qu'on pourrait encore économiser si on mutualisait. C'est ce qu'on demande comme objectif à 2050, qu'on passe à 30% d'outils mutualisés sur nos exploitations. On a encore une marge importante, alors que ça nous permet, dès que c'est le cas, les investissements collectifs, de pouvoir avoir des machines high-tech qui permettent des choses qu'on ne pourrait pas faire seul chez nous. On ne pourrait pas acheter... Moi, j'ai 30 hectares de vignes, je ne pourrais pas acheter une machine à vendanger tout seul sur mon exploitation. J'achèterais peut-être quelque chose d'occasion. Grâce à la CUMA, ça fait 20 ans que j'ai une machine en commun. Et en plus, c'est un groupe d'agriculteurs. Tout à l'heure, vous parliez de réflexion collective. Il y a quand même un agriculteur sur 2 qui est en CUMA. Et ça peut être aussi le départ dans un groupe CUMA d'une réflexion, pas que sur l'achat. On a aussi aujourd'hui, je suis responsable de l'emploi au niveau national, 5000 salariés en CUMA. Donc il y a aussi le partage de la main-d'œuvre. Et il peut y avoir aussi des actions sur l'agroécologie, sur la réflexion sur son atelier qui est divers en fonction des exploitations. Et pour donner un dernier chiffre, aujourd'hui, on a entre 25 et 30% de charges de mécanisation sur nos exploitations. C'est un chiffre qui est exorbitant par rapport à d'autres pays européens. Ben oui, on est loin devant l'Allemagne, etc. Donc il y a des marges de progrès. Jean-Luc ? Juste réagir, c'est que là où je te rejoins, c'est le besoin qu'on a aujourd'hui effectivement de mutualiser pour aller chercher ces économies. Il faut juste faire attention, c'est que à partir du moment où on transfère en fait la compétence sur la partie mutualisation, tu récupères d'autres inconvénients comme la partie réparation. Puisque forcément, à partir du moment où tu mutualises, il y a un transfert qui se fait entre le constructeur et la partie CUMA, sur laquelle derrière, il y a bien quelqu'un au milieu qui va devoir s'occuper de faire des choses. Et si cette personne qui est au milieu et qui doit s'occuper de faire des choses n'a pas pu à un moment donné, dans son modèle économique, récupérer effectivement ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir fonctionner, forcément il va avoir un dysfonctionnement. Alors, débat, hein, après, on n'a peut-être pas la limite de temps pour débattre sur ce sujet-là, mais il ne faut pas
que l'on puisse effectivement casser la partie de la distribution et la compétence mécanique aujourd'hui de la distribution au niveau des différentes marques dont j'en présente aujourd'hui 2. Alors, je ne voyais pas l'angle comme ça. Là, on arrive sur l'achat groupé, plus que sur l'achat en CUMA, parce que l'achat en CUMA, il se fait chez le concessionnaire du coin. Chaque fois qu'il y a eu des achats groupés en gros, avec Kamakuma, ça s'est fait avec le concessionnaire du coin aussi. Il n'y a pas, on ne squeeze pas la firme qui donne le marché. C'est bien que c'est avec les locaux que ça va travailler. Et nos agriculteurs, nous, on n'investira pas si demain il faut faire 200 km pour avoir une intervention sur une machine. Ce que je veux te dire, c'est que j'essaie juste de trouver en fait un raccourci pour te faire comprendre qu'aujourd'hui les constructeurs essaient d'aller au plus près du client final, dont les CUMA, pour justement transférer la compétence de certains constructeurs que certains constructeurs avaient avant, et que maintenant ils essayent effectivement de trouver des solutions plus simples pour pouvoir effectivement écouler leurs produits. Je veux juste faire attention, c'est que les réseaux de distribution sont quand même relativement structurés aujourd'hui avec une problématique de main-d'œuvre. Et forcément, à un moment donné, vous allez être confronté, vous, avec des accords qui vont être faits et des flux de tracteurs ou de matériel à être confronté à cette problématique technique. Il y a la couleur qui est importante pour l'agriculteur, donc je pense qu'en fonction du territoire, il y sera très attentif. Et pour finir, parce qu'on arrive malheureusement à la fin de cette émission, Franck, tu dis qu'il faut raisonner différemment les achats. Oui, raisonner différemment. Alors, il est intéressant de parler de la subvention. C'est un vaste sujet, la subvention. Et il est temps de raisonner différemment et de ne pas investir pour avoir une subvention, mais plutôt raisonner retour sur investissement. Nous sommes de plus en plus amenés, nous, à travailler alors, sur des sujets sur l'eau, sur la récupération et la valorisation des ressources naturelles, sur la fabrique d'aliments, à expliquer à notre client qu'il est préférable de travailler le projet en le segmentant dans le temps, sur 2 ou 3 ans, avec un retour sur investissement qui est beaucoup plus rapide, qui permet peut-être de financer la phase 2 et de ne plus raisonner systématiquement pour avoir une subvention. Parce que le système, il est sclérosé, les projets sont en attente, et pendant ce temps-là, l'agriculteur n'avance pas sur sa transformation. Et on sait très bien que dans l'agriculture, moi je connais très bien le domaine de l'élevage du Grand Massif Central. L'élevage du Massif Central est en pleine mutation. Les exploitations sont obligées de se réformer, d'évoluer vers des bonnes pratiques, vers des nouvelles façons de travailler. Il faut avancer là-dessus. Et donc, attendre que la subvention soit accordée ou attendre que la subvention soit payée, quelquefois, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années, et les dossiers n'avancent pas. Donc, on approche nos clients d'une façon différente en raisonnant sur un retour sur investissement rapide. Jean-Luc, Cyril, Franck et Romain, merci beaucoup d'être venus ici Merci pour à débattre toi. de cette Merci. question. Et puis Merci. surtout, merci Bon à salon. vous. Merci.